Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Alice Covata, professeure à l'école d'architecture de l'Université de Montréal. Bienvenue dans cette trade union Réinventer la ville par le design, regard croisé entre Saint-Étienne et Montréal, organisée par le Centre Jacques-Cartier. Nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Marmet, responsable au bureau de design de la ville de Montréal. Bonjour Patrick. Isabelle Verillac, directrice internationale et innovation, Cité du design de Saint-Étienne. Bonjour Isabelle. Sonia Edibi, chargée des relations internationales de la Cité du design. Bonjour. Et Nathalie Arnaud, design management pour les collectivités de Saint-Étienne Métropole et de la Cité du design. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie vivement d'être avec nous pour ce moment. Et s'il y a des questions par le public lors des présentations, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et je les prendrai pour la discussion finale. Et maintenant, place au dialogue. On sait que Montréal est la ville du design de l'UNESCO depuis 2006, ainsi que Saint-Étienne est ville de l'UNESCO depuis 2010. Alors, expliquez-nous quel est le rôle de vos institutions respectives et en quoi cette désignation vous différencie des autres villes. Et on va commencer pour Saint-Étienne. Merci. Merci Alice. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce trait d'union. Alors, Saint-Étienne, oui, ville UNESCO de design depuis 2010. Ici, sur cette image, vous voyez le site de la Cité du design, qui est l'expert en design pour la ville de Saint-Étienne. Le site que vous voyez est l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne. C'est vous dire que notre Cité du design et Saint-Étienne est très liée à son passé industriel et son passé d'inventeur. Alors, qu'est la Cité du design? Qu'est-ce que la Cité du design? C'est un établissement public de coopération culturelle qui a 3 activités. La première, c'est l'école, avec un enseignement d'art et design, un enseignement supérieur en art et en design. La deuxième, la diffusion du design à travers des expositions et des conférences, notamment avec une biennale internationale du design. Et la troisième, accompagner les entreprises et les collectivités à travailler avec le design et avec les designers pour innover. Alors, quelques mots, comment on a construit cette cité du design et comment Saint-Étienne est devenue ville UNESCO de design. Tout a commencé avec cette première activité d'enseignement. Notre école a été créée en 1803. C'était à l'époque une école de dessin et elle a été créée à la demande des industriels du textile de la région qui voulaient de la créativité. Ensuite, elle s'est transformée avec une école régionale, puis aujourd'hui une école qui dépend du ministère de la Culture en art et en design. La deuxième activité a émergé en 1998 avec la Biennale internationale du design, qui a été en soi un événement original, puisque ce n'était pas une exposition de voitures ou de mobilier, mais un événement de design qui avait eu même un prix à l'époque et qui fait référence pour de nombreuses Design Week. Enfin, en 2005, nous avons créé cette activité de support pour accompagner les entreprises et aussi les collectivités à intégrer le design dans leur organisation, dans leurs projets. Et depuis, nous avons dernièrement, en 2020, créé même une filiale pour commercialiser cet accompagnement. Donc, nous avons vraiment toute la chaîne de l'enseignement, la recherche, l'innovation, la commercialisation pour pouvoir accompagner tous les acteurs de notre territoire et faire travailler ensemble des étudiants, des professionnels et les habitants de notre chère ville de Saint-Étienne. Voilà, je continuerai plus, vous en saurez plus tout au long de cette heure sur notre belle ville et sur notre cité du design. Je vais rendre la parole à Alice.
Merci Isabelle, on est très curieuse d'écouter en plus de la ville de design et de la cité de design. Et maintenant, on passe la parole à Patrick pour les côtés de la ville de Montréal, bureau de design. Merci Oui, Patrick. bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Montréal a été désignée ville UNESCO de design en 2006, mais sur une histoire de développement de stratégie municipale d'action en design qui datait, qui datait depuis 1991, quand la ville a décidé de mettre sur pied le premier poste de commissaire au design. La désignation a vraiment été un moment clé dans la mobilisation de tous les acteurs municipaux, internes et externes, et ce qui nous a permis de cheminer et de culminer jusqu'en 2019 où la Ville a adopté l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture, un document d'engagement qui établit les principes directeurs de notre action aujourd'hui. Donc, la petite équipe du bureau de design est responsable essentiellement de la mise en œuvre des stratégies municipales d'action en design et de la coordination de l'agenda montréalais 2030, mais aussi de l'ensemble des initiatives qui se déroulent dans le cadre de la désignation de Montréal comme ville créative de l'UNESCO, ce qui nous permet notamment d'échanger avec nos collègues comme aujourd'hui avec la ville de Saint-Étienne, de s'inspirer dans nos actions de ce que l'ensemble du réseau fait, mais aussi d'exporter certaines de nos initiatives ou faire rayonner les designers montréalais. Comme équipe, notre objectif est vraiment de stimuler et de soutenir la qualité en design et en architecture à Montréal, et tout particulièrement en développant des échanges de collaboration, des espaces d'échange et de collaboration entre la ville et des designers. À titre d'exemple, l'image que vous voyez qui est à l'écran, qui est une initiative issue de la démarche de développement de la boîte à outils pour mieux délimiter, orienter et informer sur les chantiers de construction. Donc, cette initiative, c'était une vaste opération de recherche en design pour le développement d'outils d'aménagement qui allaient améliorer la perception visuelle, mais aussi les conditions fonctionnelles de l'espace public autour des chantiers. Nous travaillons aussi avec les collègues pour mettre en place les concours de design et d'architecture qui sont réalisés par la Ville pour améliorer la qualité des projets, mais aussi nous réalisons plusieurs initiatives de sensibilisation à la culture des designs de manière à favoriser l'augmentation de la demande sociale partout à Montréal. En bref, quelques points principaux de notre action. Donc, Alice, au plaisir d'échanger sur les projets plus spécifiques un peu plus tard. Merci. Oui, bien sûr, on va parler à fur et à mesure de votre projet. Et maintenant, comme en fait, elle a très bien dit Isabelle, il est un événement incontournable sur le design, c'est pas à Saint-Étienne. Donc, j'étais un peu curieuse de savoir un peu plus, Isabelle. Pouvez nous dire un peu plus sur la Biennale et sur ce thème fort, par exemple? Avec plaisir. Donc, c'est cette deuxième activité forte de la Cité du Design. On a parlé de l'école, les expositions et la troisième activité de support, notamment pour les collectivités. Nathalie Arnoux va vous en parler avec son rôle de design manager. Là, je vais vous dire quelques mots plus détaillés sur cette fameuse Biennale internationale design Saint-Étienne. Donc, créée en 1998, nous avons fait cette année la 12e édition. 12e édition sous un angle particulier puisque post-Covid, cette biennale aurait dû avoir lieu en 2021, mais avec la crise sanitaire, nous avons dû la décaler. Elle est devenue triennale pour une fois. La thématique, nous l'avions choisie avant cette crise sanitaire, c'est les bifurcations. Choisir l'essentiel, c'était bien prémonitoire, puisqu'il a fallu bifurquer. Donc, nous avons nous-mêmes bifurqué en 2022 pour adapter les expositions, les conférences, et elle s'est tenue donc du mois d'avril au mois de juillet. Là aussi, c'était nouveau, puisque la Biennale, historiquement, était partie de 15 jours. Là, sur les dernières années, nous étions sur un mois de Biennale, et pour la première fois, nous sommes passés à 4 mois, ce qui est vraiment beaucoup, et qui nous a aussi fait changer toute notre programmation. La Biennale, c'est donc des expositions, donc sur cette thématique bifurcation, mais c'est aussi des conférences, c'est aussi des workshops.
Alors, les expositions, c'était montrer justement les bifurcations, comment le design peut aider à bifurquer dans notre quotidien. Donc, par exemple, avec la mobilité et la question phare de la voiture, cette voiture qui a déjà tellement bifurqué depuis qu'elle a commencé à exister. C'était bifurqué dans son quotidien de la maison, avec Atom, une autre exposition avec des commissaires anglaises. Pour la première exposition sur la mobilité et l'automobile, était sous le commissariat d'Olivier Péricot, qui est quelqu'un avec qui nous travaillons régulièrement et qui était aussi commissaire pour scientifique, directeur scientifique de notre biennale. Mais une autre exposition telle que Dépliage sous le commissariat de Florian Trollet, designer industriel chez Salomon, montrait le volet industriel, vraiment du design industriel. Comment, dans un objet, notamment autour du corps, c'était son angle, en dépliant les objets, on découvrait comment le design et l'innovation pouvaient apporter à la fois l'esthétique, mais surtout l'usage, puisque c'est bien cela que le design va apporter. Ensuite, en tant que ville UNESCO, depuis 2010, nous invitions une ville UNESCO. Dans une exposition, nous avons invité Séoul, Détroit, en 2019, les 4 villes chinoises, puisqu'elles sont 4 villes désignées UNESCO de design. Et cette année, en 2022, c'était l'Afrique, carrément un continent qui a été invité. Donc, nous avions la participation de villes UNESCO, pas que de design, mais aussi des autres secteurs d'activité. Et puis, le temps fort, puisque j'ai dit la biennale, ce n'est pas que des expositions, c'est toute une programmation autour, à la fois sur le site, mais dans toute la ville et même dans toute la région. Il y a un temps fort pour les villes UNESCO. Et là, je vais donner la parole à Sonia, qui va vous décrire en quelques mots ce temps fort du forum international que nous avons construit pour les villes UNESCO de design. Sonia, Oui. je te laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors oui, un temps fort parce que oui, pour nous, le réseau UNESCO, c'est une force. Pendant la biennale du 22 au 24 juin, nous avons eu la semaine internationale. Donc, nous avons accueilli 13 délégations internationales. Et nous avons eu l'honneur également d'avoir différentes personnalités de l'UNESCO parmi nous, notamment Véronique Roger-Lacan, ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO, Denise Bax, secrétaire du réseau des villes créatives de l'UNESCO, Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO, et Jérôme Fromageau, qui est délégué au patrimoine pour la Commission nationale française de l'UNESCO. Donc justement, on a organisé cet événement dans le cadre de la semaine internationale, le Forum international, qui a fait écho à la thématique des bifurcations, portée justement par cette 12e édition de la Biennale. Et ce forum UNESCO a permis de présenter diverses solutions qui ont été mises en œuvre au sein du réseau des villes créatives de l'UNESCO pour favoriser de nouvelles pratiques dans différentes thématiques qui étaient en lien avec les différentes expositions. Donc, il y avait des sujets qui portaient sur l'habitat, la mobilité, la santé, l'éducation, être plus durable et respectueuse de la biodiversité. Donc, face à ces défis concernant la transition écologique et énergétique, la conférence a mis en avant la créativité de différentes villes. Donc, il y avait bien sûr Montréal, qui est toujours parmi nous, Séoul, Corée du Sud, Muharraq à Bahreïn, Fortaleza au Brésil, Kobe, Nagoya et Asahikawa au Japon, pour démontrer la pertinence et la qualité des réponses apportées par le design selon certaines thématiques. Donc pendant ce forum, nous avons vu à travers les différentes initiatives des villes créatives de l'UNESCO comment les villes bifurquaient grâce au design. Vous pouvez justement retrouver cette conférence sur le YouTube de la Cité du Design et également sur le site de la Cité. Donc voilà un résumé un petit peu du forum. Donc, pour nous, vraiment, le réseau UNESCO, c'est une force et c'est comme ça que l'on peut créer de nouvelles collaborations. Merci, merci beaucoup, Sonia. Et maintenant, on peut passer peut-être la parole à Nathalie qui nous explique
un peu plus l'événement qui, au cours des différentes biennales, sortent du lot, qui est Banque d'essai. C'est Sonia qui va prendre le relais. Ah, désolée, Nathalie. C'est pas grave, c'est pas grave. Désolée, Sonia. Donc, oui, on peut peut-être aller plus loin et nous expliquer les liens que vous avez en fait croisés entre le sport et le design dans la ville de Saint-Étienne, surtout avec les Jeux, en prévision des Jeux olympiques de Paris de 2024. Tout à fait. On reviendra après par la suite sur banc d'essai. Donc, juste pour vous expliquer design actif, le contexte rapidement. Le 20 janvier 2021, l'Agence nationale de la cohésion de territoire et les Jeux olympiques de Paris 2024 ont signé une convention de coopération pour répondre à l'ambition commune de faire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 les Jeux de tous les territoires et de toute la population. Alors, pourquoi ils ont décidé de développer le design actif? Parce qu'il y a 2 constats aujourd'hui. Le premier étant la sédentarité, notamment chez les enfants, qui est en augmentation en France. Un adulte sur 2 et un enfant sur 5 sont en surpoids. Également, le deuxième constat, de nombreux centres-villes ont connu des difficultés en termes de vitalité, d'attractivité et cherchent aujourd'hui de nouveaux moyens pour attirer des habitants et des visiteurs. Donc, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, autrement dit l'ANCT, et les Jeux olympiques de Paris 2024 voulaient créer un guide du design actif pour les collectivités locales afin de développer le design actif en France. Donc, ils ont fait un partenariat avec la Cité du Design qui a réalisé ce guide. Qu'est-ce que le design actif aujourd'hui? C'est une question qu'on se pose. La définition qu'on a trouvée est: le design actif consiste à aménager l'espace public et les bâtiments afin d'inciter l'activité physique ou sportive de manière libre et spontanée pour tous. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'accès au sport via les infrastructures urbaines qu'on peut retrouver dans les villes. De notre côté, nous avons une filiale Cité Service qui a soutenu pour l'instant 6 villes pilotes en France du programme Action Cœur de Ville pour développer ce type de projet de design actif dans les collectivités. Donc, pour concevoir un projet de design actif, il faut toujours penser usage pour tous, donc mettre en avant l'accessibilité, et ça permet également aux entreprises d'expérimenter avec les utilisateurs. On peut le voir dans les images, on voit les personnes âgées qui font du vélo, donc c'est les entreprises qui ont testé leurs produits. Mais le design actif existe déjà dans d'autres pays depuis très longtemps, on ne l'a pas inventé. Donc, on a fait, lors de la création du guide du design actif, on a recensé le réseau des villes créatives design de l'UNESCO. On a collecté les différentes initiatives qui sont mises en place dans leur ville, et on a récolté l'exemple de Graz en Autriche, l'exemple également de Turin et l'exemple de Montréal. Je pense que Patrick en parlera par la suite. Et puis, vous pouvez accéder également au guide du design actif sur notre site et également sur le site de l'ANCT. Voilà, je vais laisser la parole à Nathalie qui va vous expliquer sur Saint-Étienne, qu'est-ce qu'on fait en termes de design actif. Oui, alors cette démarche de design actif correspond vraiment à notre ville, à Saint-Étienne, fait écho vraiment à cette image en dehors du design d'une ville sportive. On a de nombreux labels de villes sportives pour tous également. On est la ville des handisports, notamment à Saint-Étienne. Et donc, l'application du design actif, en fait, on l'a mis en place de manière très pragmatique, déjà autour des équipements sportifs. Là, vous avez deux visuels, évidemment, les cours d'école, les espaces pour les centres sociaux, notamment, et puis quelques nouveaux équipements un peu plus, comment dire, euh, euh, créatif, imaginatif, où on fait intervenir en fait des designers graphiques ou des artistes sur des espaces de basket 3x3. Donc ça, c'est ce que nous venons de réaliser pour l'année 2022. Et
Et cette démarche, en fait, bon, on s'est inspiré beaucoup de ce que Montréal, évidemment, qui est notre référence en termes de design, sur des projets d'intervention dans l'espace public. Et si tu peux passer à l'autre slide, Sonia, je- en fait, c'est une démarche de design tout court qui est en train de se mettre en place à Saint-Étienne, dans l'objectif en fait d'apaiser nos villes et de les rendre beaucoup plus accessibles pour tous et notamment pour la partager cet espace et cette rue et notamment au moment des grands aménagements dans les quartiers, on préconise une démarche de design actif dans le cadre de pré-programmation d'équipements publics ou d'aménagement public. Donc là, vous avez par exemple sur un quartier de Saint-Roch à Saint-Étienne, une démarche qui permet en fait de se réapproprier en fait la rue par les habitants, par les voisins et pour l'accès à l'école plus sécurisé. Voilà, c'est une démarche que maintenant la ville de Saint-Étienne, avec ses aménageurs et notamment les maîtrises d'œuvre urbaines, intègre dans chaque appel d'offres. Cette démarche d'appropriation en fait de l'espace public pour une activité apaisée de l'espace public. Je sais pas, peux je peux passer peut-être la parole directement à Patrick. Oui, oui, merci Nathalie. Oui, merci beaucoup Sonia pour cet exemple. Oui, en fait, j'avais un peu feuilleté la guide de design actif de la cité, que la cité de design avait mise en place. Et je vois qu'en fait, on a retrouvé un exemple de Montréal, de design actif. Il est présent à Montréal, donc qui fait partie aussi de la stratégie de la ville de Montréal. Donc, Patrick, peut-être vous pouvez nous expliquer la perspective montréalaise. C'est un bel exemple, effectivement, là, des possibilités de collaboration qu'offre le réseau, où on a pu échanger sur nos expériences respectives. La requalification des espaces publics montréalais pour favoriser la mobilité active est vraiment une stratégie municipale d'action, tout particulièrement dans le contexte où l'administration actuelle a mis la transition écologique au cœur de ses priorités. Essentiellement, il y a 3 grandes stratégies là, qui sont utilisées à la grandeur de la ville. Bon, d'une part, le déploiement d'infrastructures cyclables de très grande qualité, l'aménagement de nouveaux espaces publics, ainsi que la piétonisation complète ou partielle de rues, tout particulièrement dans des secteurs à vocation commerciale. Je vais parler un peu plus en détail plus tard de l'approche de piétonisation, tout particulièrement de notre implication, mais tout d'abord, je voulais peut-être souligner un exemple de travail où on a collaboré avec nos collègues, tout particulièrement pour l'organisation de concours de design pour l'aménagement de projets de plus grande envergure. Le concours de design est un processus de commande publique où on met la qualité du projet puis du concept à réaliser au cœur du processus décisionnel là, quand vient le temps de choisir quelle est l'équipe qui va nous accompagner, l'équipe de professionnels en design qui va nous accompagner pour la réalisation. Ce qui est intéressant dans les 2 exemples qui sont montrés en ce moment à l'écran, soit à la gauche, le mobilier ludique de l'Esplanade Tranquille, puis à la droite, le réaménagement de l'avenue McGill College en vue de sa piétonisation presque complète, c'est à quel point ils ont souligné tous les 2 une des conditions particulières quand vient le temps de parler de mobilité active et de design actif à Montréal, c'est les conditions climatiques, puis et tout particulièrement en hiver, et à quel point ça conditionne un peu notre réaction ou ça contraint nos possibilités. Et puis ces 2 réactions qui ont été complètement opposées, donc c'est intéressant de les souligner. Dans le cadre du concours, là, du côté de l'Esplanade Tranquille, on voulait justement faire un aménagement de design actif, c'est-à-dire offrir une grande patinoire pour assurer un espace hivernal, d'usage hivernal, d'appropriation hivernale au cœur du centre-ville. Mais ceci dit, qui dit grande patinoire dit surface en pavé qui, en période estivale, peut être
plutôt aride, peut-être de surchauffe, plus ou moins agréable à utiliser. D'où cette idée de faire un mobilier ludique qui n'aurait pas besoin d'ancrage, qui pourrait être facilement déplaçable, enlevable, entreposable dans différentes conditions. Et donc, Alto Design et Dikini nous ont proposé une série de mobiliers amusants où on pourrait faire un carrousel, où on pourrait s'asseoir de façon différente et occuper de façon différente cet espace public-là en été, autant qu'en hiver, où ce serait plutôt l'usage prévu qui est la patinoire. Du côté de McGill College, ici, on piétonise, donc on vise à offrir un espace agréable principalement d'avril à octobre ou à novembre, mais qu'est-ce qui se passe en hiver avec des conditions de déglaçage parfois pas évidentes? Donc, Civility and Mandaworks, qui ont remporté le concours, ont vraiment développé plusieurs dispositifs qui permettaient de rendre l'espace beaucoup plus confortable et sécuritaire, là, si on pense surtout aux conditions de glace, pour tous et toutes, de façon qu'en hiver, on ait tous accès au nouvel espace public. Mais ça, c'est des conditions de concours qui sont parfois plus propices pour les projets d'ampleur. Et si on passe à la diapo suivante, on va pouvoir aménager un peu, nous aussi, comment on a exploré, surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19, de façon beaucoup plus expérimentale, le renouvellement de l'espace public et comment on a impliqué les designers à travers ça. Parce que quand la pandémie a commencé, au tout début, oui, la ville a eu le sentiment très rapidement qu'il fallait élargir les trottoirs des secteurs commerciaux pour assurer leur vitalité, assurer leur achalandage, voire même piétoniser complètement les rues. Mais ça s'est fait de façon relativement spontanée, avec quelques principes de base, mais somme toute avec peu d'implication des designers. Donc, au bureau de design, on a senti rapidement le besoin de mobiliser notre communauté pour accompagner les porteurs de projets, autant dans la préparation des devis, des programmes d'aménagement, dans la sélection d'équipes de professionnels qui étaient qualifiés pour qui pouvaient accompagner les porteurs de projets dans les différents arrondissements de la ville. Mais aussi, ce qui était intéressant de cette démarche-là, c'est comme il y avait un très grand nombre de projets similaires qui se réalisaient sur l'ampleur du territoire montréalais en même temps, c'était une occasion formidable d'apprendre des tests, des apprentissages, des différentes expérimentations qui étaient réalisées pour ensuite transmettre ces apprentissages-là aux porteurs des autres projets, des projets subséquents. Et après 3 étés de réalisation de projets temporaires d'aménagement des artères commerciales, mais on se rend compte que cette stratégie-là porte fruit progressivement. Tout particulièrement, si on souligne quelques projets, on a ici la promenade Ontario où Nez Paysages et Signature Design Communication vraiment axés sur des aménagements qui favorisaient l'appropriation sociale très diversifiée de la rue, de façon à ce que tout le monde se sente le bienvenu, tout le monde trouve sa place, qu'il y ait différents types d'usages, d'occupations spontanées qui soient possibles dans l'espace public. Si on passe à la suivante, on se déplace un peu de quartier avec sur l'avenue du Mont-Royal où l'intégrale Jean Baudouin a ici vraiment cherché, entre autres, il y a eu d'autres intervenants, mais ils ont cherché à voir quelles étaient les conditions climatiques d'utilisation, comment on pouvait assurer le confort des personnes. La rue, ce n'est pas toujours un espace facile à habiter. Donc, ils ont maximisé les ombres portées, les conditions d'ombrage pour peut-être permettre l'utilisation dans les endroits les moins chauds puis où tous pourraient se sentir confortables. Sur la troisième, la suivante diapo, on se déplace toujours dans le même arrondissement, sur l'avenue du Lutte, où Canva Architecture a vraiment plus misé sur une approche de travail sur la dimension culturelle de l'aménagement en prenant tout simplement le pavé qui représente bien la piétonisation parce que les aménagements piétons sont souvent plutôt en pavé. Donc, la forme du pavé qui est devenue l'emblème un peu de la rue, qui a servi
d'éléments, de formes de base pour la conception d'une série de dispositifs, autant pour le mobilier urbain que pour la signalétique, et voire même pour un petit macaron où tout le monde pouvait porter le macaron, puis refléter cette appartenance collective là, à la rue qui était le cœur du quartier. Sur la suivante, on se place sur la rue Saint-Denis, dans le quartier latin, où l'AB et Signature Design Communication ont exploité plutôt une stratégie d'aménagement modulaire pour renouveler l'expérience de la rue. Ce qui est intéressant de la stratégie d'aménagement modulaire, c'est qu'elle favorise les différentes formes d'occupation. On peut facilement monter, démonter, défaire, entreposer, remonter avec la même forme, avec une forme différente pour s'adapter au contexte qui changeait. De même chose, la qualité des matériaux et des installations assurait aussi cette facilité-là d'adaptation et de conservation des éléments construits au fil du temps. Sur la suivante, on se retrouve sur la promenade Wellington, dans l'ouest, dans les quartiers ouest de Montréal, où Castor-Pollux a opté pour une stratégie qui allie à la fois végétalisation de l'espace public et mobilier urbain, en assurant des conditions optimales de plantation pour assurer la survie des végétaux puis leur entretien relativement facile, mais aussi des matériaux de qualité provenant de sources durables et renouvelables qui limitaient un peu l'impact environnemental des aménagements et leur potentiel de réutilisation future dans les années prochaines. Puis le dernier exemple, c'est celui de la plage qui est conçue par Studio 2 par 4 sur la rue Sainte-Catherine, qui est un bel exemple de comment, en s'inspirant de la plage, d'un élément ludique, on a vraiment favorisé l'occupation, le maintien des personnes sur la rue commerciale, donc une espèce de rétention des clients potentiels et donc pour assurer la vitalité économique de la rue. Et avec un aménagement qui, somme toute, offre un excellent rapport coût-bénéfice, parce que c'est un petit aménagement relativement peu coûteux, mais qui a un impact très intéressant. Donc, au fil du défilement des différents exemples de projets, ça lui a permis de parler d'inclusion sociale, de confort, donc de santé, de bien-être, de responsabilité environnementale, de performance économique, de vitalité culturelle et de résilience, qui sont les 6 grandes dimensions de la qualité en design et en architecture qu'on promeut puis à l'intérieur de l'agenda montréalais 2030 et qui forment un peu la base de ce qu'on veut valoriser après à partir de l'approche en design. Donc, les 3 dernières années de pandémie nous ont permis d'explorer, de tester, d'apprendre sur des aménagements piétons avec le plus grand nombre possible de designers montréalais pour vraiment stimuler l'implication à la fois du processus de design, mais des designers eux-mêmes dans le renouvellement de l'espace public. C'est une stratégie qui va se maintenir. Donc, il y a des appels constants pour renouveler les aménagements temporaires. Voilà, donc ça vous exprime un peu l'approche de design actif des dernières années qui a été utilisée à Montréal et la performance sur certains aménagements de façon plus spécifique. Merci beaucoup, Patrick. Et j'invite le public, s'il a des questions, de les poser dans la chat, qui en discussion finale, on va poser à Montréal, à Saint-Étienne. On va discuter un peu peut-être des questions croisées entre les 2 villes, ça sera intéressant. Et maintenant, comme préannoncé, on va parler avec Nathalie de la Banque d'essai, un projet qui a comme objectif, en fait, et qui c'était pris en cours dans les différentes biennales. Donc, je voulais savoir avec Nathalie votre objectif, les retombes et dans le design des espaces publics de Saint-Étienne de ce projet. Oui, alors, je dois déjà introduire peut-être cette notion de banc d'essai. Je ne sais pas si c'est un terme qui est utilisé au sein des entreprises à Montréal.
Mais un banc d'essai dans une entreprise, c'est le moment où en fait on teste le produit alors qu'il n'est pas encore lancé dans sa forme définitive pour la distribution dans les commerces, mais qui a encore besoin en fait d'être testé à l'intérieur de l'entreprise ou avec des usagers réels avant de son développement, on va dire. Voilà. Donc, on appelle ça le banc d'essai. Et donc, évidemment que c'est un jeu de mots, puisque ce que je propose ici, avec cet appel à projet, il s'agit vraiment d'un concours, comme vous le dites à Montréal, euh, qui invite en fait et qui stimule en fait l'innovation dans, de la création, de la conception de mobilier, de services, de de, de d'aménagement en fait plus innovant pour l'espace public qui répondrait à de nouveaux usages, à l'évolution de nos modes de vie, par exemple. Donc, en fait, on est dans un dispositif qui impulse une démarche d'impulsion par le biais d'un appel à projet. On est dans une démarche expérimentale puisqu'on propose, en fait, à l'issue de la sélection des candidatures à une vingtaine de projets portés par des designers et des entreprises, ou alors parfois seulement par des designers sans entreprise d'ailleurs, avec qui on essaie de développer des rencontres qui ne sont pas forcément évidentes entre entreprises et designers. Donc en fait, on est dans une expérimentation et un test à l'échelle de la ville. Donc là, vous avez l'exemple de l'édition, la 4e édition, puisqu'il s'agit de la 4e édition, qui est accolée évidemment chaque fois à la Biennale internationale de design. Ça permet de montrer le design en train de se faire dans la ville et qui est directement accessible par les habitants et les usagers qui peuvent tester, donner leur avis. Vous voyez qu'ici, on a lancé un concours de photographie, par exemple, pour se photographier et donner son avis sur le mobilier qui a été testé. Et donc, il s'agit évidemment aussi de créer un parcours dans toute la ville et de rencontrer finalement des espaces publics avec des propositions que font les designers de nouveaux usages dans l'espace public. Pour cette édition en particulier, on a voulu évidemment s'associer à la notion du design actif. Donc, on a proposé aux designers de nous faire vraiment une proposition plus ludique, plus créative de l'espace public et donc comment un mobilier peut susciter comme ça une imagination ou un nouvel usage ou un usage plus actif. Alors bon, là, on est dans l'extrême. On a aussi quelques belles troupes qui font du hip-hop chez nous. Donc, évidemment qu'elles se sont investies pour tester en direct du mobilier. Là, il s'agit juste d'une petite scène qui est à la fois une table, une assise, une scène. On peut la prendre comme on le veut, cette espèce de petite table toute simple, finalement, mais très solide, et l'investir pour y jouer ou pour tout simplement se poser. Et l'autre image à côté, c'est une designer, enfin là, ce sont 2 designers issus de l'école d'art et design qui ont réalisé à l'occasion de bancs d'essai de leur premier prototype, là, donc qui sont enfin passés du dessin à la réalisation à l'échelle 1 avec une entreprise. Et donc, finalement, s'approprier un petit peu ce que peut être la démarche de développement d'un projet depuis le dessin à son développement et à sa mise en service, on va dire, en mise en commercialisation. Voilà, donc on peut continuer si tu… Voilà. Donc, le démarche de design actif en France, elle est quand même très, très nouvelle, très récente. Et lorsqu'on interroge les designers, ils ont l'impression que finalement, la question du design actif, c'est une question qu'ils intègrent naturellement dans la proposition qu'ils peuvent faire pour un espace public. Et donc, ils se sont ben, mobilisés pour essayer de toucher tous les publics. Et donc là, on a à droite le Pro Urba et la designer
de Dorothée Noirbon, qui nous ont proposé un espèce de petit mobilier qui est juste une petite bordure le long d'un trottoir, qui fait référence à un peu l'imaginaire et puis aux jeux ludiques, aux jeux des enfants qui qui montaient sur les bordures pour ne pas se faire manger par un crocodile et qui pouvaient comme ça aller à l'école en s'amusant un petit peu juste avant sur le trottoir, sans danger évidemment, hein, puisque c'est dans un espace protégé heureusement. Voilà, donc on a eu des expériences comme ça. On a eu à gauche une expérience un peu plus sportive, on va dire, mais en même temps pour tous, puisqu'il s'agit d'un banc design actif, de Playgon et Hippie Top, qui a été imaginé par, Oh, peut-être on a des problèmes avec la connexion de Nathalie. Nathalie, je pense que, bon, j'espère qu'elle se va rejoindre bientôt euh, pour continuer cette présentation sur le banc d'essai. Euh, ok, d'accord. Je pense que... allô? Ah oui, Nathalie, oui. Il y a eu un problème, non? Oui, d'accord. Oh, je vous ai retrouvé. Oui, 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 on se retrouve, oui. Oui, Non, on a perdu l'application du coup. oui, ok, Voilà. super. On peut continuer. Ouais, on Merci. peut continuer. Voilà. Alors, Oui, on va continuer sur l'historique un petit peu de banc d'essai. Banc d'essai, c'est pas seulement les bancs, hein, comme je le disais, banc d'essai, c'est l'idée de tester un mobilier, un service. Donc, on a maintenant 4 éditions. L'objectif de banc d'essai, c'était vraiment de susciter l'innovation et la rencontre entre designers et entreprises et aménageurs et concepteurs de l'espace public, et donc de pouvoir tester à l'échelle 1 des objets qui finalement sont quand même des marqueurs de l'espace public, ces objets urbains. On a eu en France un peu tendance à, comment dire, à faire appel à un catalogue de mobilier urbain standardisé avec souvent une ou deux entreprises qui avaient un, comment dire, une notoriété nationale, et on a vu petit à petit un petit peu ben, les mêmes bancs, le même mobilier de Paris à Nantes, à Marseille ou à Poitiers. Et donc, vraiment banc d'essai avec cette vocation de susciter l'envie à des entreprises de faire appel aux designers et de développer de nouveaux produits. Donc là, on a un exemple type d'un objet qui n'est pas un banc d'essai, mais qui est un objet qui permet, en fait, en se déployant, d'être un objet qui qualifie le marché dans l'espace public, qui met en scène, finalement, un petit marché dans une jolie petite place de Saint-Étienne, place Chavanel. Donc là, c'est encore Dorothée Noirbon, et c'est une entreprise qui ne faisait pas de mobilier, qui a été sollicitée par la designer et qui a permis de créer cet objet emblématique qui maintenant, finalement, crée une identité à l'espace public. On peut continuer avec l'autre image. On est là aussi avec un mobilier d'une entreprise phare de la région stéphanoise, les entreprises de la tôlerie forésienne. À Saint-Étienne, nous avons beaucoup d'entreprises issues de la mécanique et de la métallurgie. Et en l'occurrence, cette entreprise ne faisait pas de mobilier urbain. Elle faisait d'ailleurs des produits autour du chauffage, hein, la plupart du temps, mais pas du tout de mobilier urbain. Et depuis une dizaine d'années maintenant, elle a créé une ligne de mobilier urbain spécifique, donc une création finalement au sein de l'entreprise, depuis le dessin jusqu'à la production et la commercialisation. Ce qui fait que ça change complètement évidemment l'image qu'on peut avoir de l'entreprise de mécanique ou de métallurgie. Et là, on a 2 exemples très importants pour le mobilier urbain, je dirais même au niveau national. Lorsqu'on cherchait du mobilier urbain dans les catalogues habituels, un peu innovants, on trouvait rien, autant dire pas grand-chose. Et en 2015, on s'est posé la question évidemment de l'espace public comme lieu aussi d'activité, et avec les nouveaux modes de vie, nos téléphones, nos
nos ordinateurs hyper légers, on est en capacité finalement de travailler aussi dans l'espace public. Et donc, on a proposé et accueilli dans le cadre de Banc d'essai ce prototype qui était un prototype qui, avec un panneau solaire et un, une entrée USB, pouvait nous permettre finalement de recharger notre téléphone et de pouvoir même travailler dans l'espace public. Ça a eu tellement de succès que depuis, c'est rentré dans les catalogues du mobilier urbain, même au niveau d'entreprises importantes au niveau national. Et donc, on est assez fiers dans le cadre de cet appel à projet d'avoir suscité cette innovation. On peut continuer avec les autres slides. Pour vous dire qu'en fait, le bénéfice de Banc d'essai maintenant, puisque c'est la 4e édition, chaque fois on a une vingtaine de projets, de prototypes d'objets qui ont été testés. On fait des retours d'usage à destination des entreprises, des designers, mais aussi des gestionnaires des espaces publics pour améliorer le produit qui a été testé. Et au final, ça devient des objets qui sont maintenant dans les catalogues des entreprises, que les collectivités peuvent solliciter pour améliorer les usages de leur espace public. Et à Saint-Étienne, à l'issue de ces bancs d'essai, à l'issue des biennales, nous avons programmé finalement que ces mobiliers urbains testés dans le cadre de bancs d'essai puissent maintenant équiper les parvis des gares de Saint-Étienne. Alors, nous avons une vingtaine de parvis de gares à Saint-Étienne qui, jusqu'ici, étaient terriblement comment dire, peu convivial, où il y avait presque même pas un banc pour s'asseoir. Et maintenant, nous avons des mobiliers. On peut descendre les slides si vous voulez pour y voir un peu plus. Des mobiliers innovants qui permettent en fait d'avoir des usages un peu plus conviviaux sur l'espace public et d'utiliser notamment une des innovations Made in Saint-Étienne, issue d'un laboratoire d'usage et pratiques innovantes de la Cité du Design, qui est le plug, qui est un objet qui permet en fait un système mécanique très ingénieux, très solide, qui permet en fait dans l'espace public d'avoir une prise finalement et sur lequel on peut plugger, c'est-à-dire mettre ou enlever en fait du mobilier, le changer, l'intercaler. L'espace public est un espace en mouvement permanent. Et donc, c'était d'autant plus intéressant de pouvoir, de temps en temps, changer le mobilier, s'en servir pour un espace. Ici, on peut plugger des mobiliers d'information sur des événements ou plugger une table qui permet en fait de se connecter, puis de charger son téléphone et de discuter tranquillement en attendant son train. On a la même chose sur la slide prochaine. Alors, l'entreprise, en l'occurrence, c'est Mécaloir, hein, pour citer bien les entreprises aussi qui sont vraiment des entreprises très agiles, une entreprise locale aussi, et qui joue très facilement le jeu de l'innovation avec les designers qui répondent à Banc d'essai. Et donc là, nous avons aussi sur le quai de gare à Rive-de-Gier, un banc de l'entreprise Rondino qui lui aussi a associé un panneau solaire et à côté un espace plus alors, un outil un peu plus technique qui permet en fait de s'orienter dans l'espace public pour trouver son chemin, hein, qui est le gouvernail. Donc, ce sont chaque fois des objets qui sont vraiment issus de la de l'imagination des designers qui proposent des usages qui sont complètement inédits. Et et la première attitude des services techniques de la ville, d'ailleurs, la plupart du temps, ou même des élus, c'est de dire: «Oh là là, mais les panneaux solaires dans l'espace public, ça ne va pas tenir, ça va être dégradé, les gens ne vont pas l'utiliser correctement». Eh bien, le fait d'avoir testé dans l'espace public pendant un mois, de l'avoir amélioré au fil des expérimentations avec les usagers, fait que en fait, ces objets sont réellement tellement bien appropriés à l'espace public qu'ils ne sont pas dégradés pour le coup. Voilà. Merci beaucoup, Joséphine. Nathalie. Merci. Donc, on a un petit peu de temps pour une discussion. Finalement, on voit que dans votre projet, on trouve du design partout par la ville.
et de belles collaborations entre Saint-Étienne et Montréal avec des pistes de design et des recherches croisées. Donc, j'avais une petite question, peut-être que vous avez abordée à plusieurs reprises avec des concepts comme design actif dans l'espace public, réappropriation de la rue et appartenance collective dans l'espace public. Donc, dans notre ville, on a plus en plus de nouvelles façons d'expérimenter l'espace public. Et en tant comme administration, je voulais savoir un peu plus comment vous favorisez de nouvelles occupations dans l'espace public, surtout des nouvelles occupations qui sont liées aussi à les aspects de la santé, peut-être de l'inclusion, de la diversité. Est-ce que vous avez des suggestions ou des approches que vous avez développées, que peut-être vous pouvez partager avec le public? Et peut-être, Patrick, est-ce que tu veux prendre la parole? De notre côté, l'aménagement temporaire a été vraiment efficace pour expérimenter, tester, puis voir des nouvelles formes d'occupation de l'espace public. Ce qui est intéressant de voir, ce qui est issu aussi, c'est de cette expérimentation, puis du fait que la ville a suscité. La réflexion, c'est qu'on commence à voir, c'est pas par un programme comme Bandassi, un programme si normé, puis pas normé, mais c'est un programme institutionnel porté par l'administration, mais on commence à voir, nous aussi, des nouveaux types de mobilier apparaître sur le marché, des mobiliers qui assurent une canopée, par exemple, pour faire des ondes portées, pour que ça soit plus confortable, ou des services aussi, des entreprises qui louent du mobilier pour pouvoir travailler dans l'espace public, puis ensuite qui l'entreposent, parce que la question de l'entreposage dans le temporaire est une grande question. Hein. C'est quand même une charge lourde de déplacer, d'entreposer. Donc, il y a quand même une certaine charge d'innovation. La plus grande question qui demeure maintenant, c'est comment on passe du test, du temporaire, à un usage plus périn, puis un réaménagement vraiment plus long terme de l'espace public qui met à profit toutes ces nouvelles ces innovations. Donc, c'est un peu dans cette ligne-là sur laquelle on commence à réfléchir. C'est-à-dire que comment le temporaire et l'expérimentation va se transformer dans des projets durables à long terme. Donc, c'est un peu les nouvelles questions qui s'offrent à nous. Merci, Patrick. Est-ce que Nathalie, Oui. tu veux? Oui. Il y a aussi des questions qui sont en ligne, Oui. Alicia, et Oui, du oui. coup, ça permet de répondre aussi à ces questions. Oui. Alors, oui, pour continuer sur le, est-ce que, en fait, ces démarches de design actif sont ou à quel niveau elles peuvent permettre, en fait, de faire vraiment évoluer l'appropriation de l'espace public et par les habitants, et comment ça peut aussi justement réduire la dépendance à l'automobile. J'aime beaucoup cette question. C'est vrai que on est sur bon, on est encore, nous, en France, hein, peut-être sans doute moi à Montréal aussi, pas près de quitter la voiture comme ça. Donc bon, les infrastructures sont telles que le changement va être long. Mais par contre, si on prend la question du piéton, et si déjà on s'intéresse aux piétons, petit à petit, on pousse la voiture, et je trouve que l'exemple de Montréal sur la piétonisation du centre-ville et des grands axes est intéressante. C'est que de toute façon, nos villes, on a envie de les avoir un peu plus conviviales. Il y a quand même une majorité d'habitants dans les villes qui y vivent et qui y travaillent et qui peuvent prendre le vélo, prendre la trottinette, ou aller à pied de leur lieu de travail ou faire des courses, etc. Donc déjà, l'échelle du piéton va s'agrandir, et de ce fait-là, oui, on espère que la dépendance à l'automobile va un petit peu reculer.
et il y a de très beaux exemples, notamment à Turin, hein, sur l'accès, par exemple, pour les enfants et les parents qui habituellement prennent la voiture pour amener les enfants à l'école, puissent vraiment les déposer dans un endroit avec un espace de parking ou d'accès voiture un peu plus large, et ensuite un accompagnement un peu plus long avec des rues plus sécurisées qui les accompagnerait et qui donnerait envie finalement de laisser sa voiture et de prendre l'enfant par la main et de parcourir avec lui le petit, je sais pas, 300 mètres ou 500 mètres ou 1 kilomètre qui sépare de l'entrée de l'école, ce qui fait que l'enfant arriverait à l'école beaucoup plus détendu aussi, certainement. Voilà. Donc, en fait, il y a des tas de démarches. Je pense que tous les leviers, et en tout cas, les pistes de design actif, c'est ça l'idée. C'est vraiment d'aller chercher tous les leviers pour, à un moment donné, ben, oui, sans doute utiliser moins l'automobile et sur les circuits, on va dire, les plus courts et les plus accessibles. Voilà. Je réponds, j'en profite, pour la question de Oui, bande d'essai. Malheureusement, c'est pas un dispositif qu'on développe à l'échelle nationale, mais peut-être qu'un jour, Isabelle, si si on peut y penser. On a beaucoup de demandes parce qu'effectivement, dans le cadre de design actif, c'est pas si facile que ça quand on est, gestionnaire d'une ville, heu, ou même, les promoteurs architectes, et urbanistes, de trouver du mobilier qui répondrait à leurs besoins, d'aménagement. Et donc là on a besoin encore de faire évoluer en fait les entreprises de mobilier urbain notamment, pour qu'elles intègrent des designers et qu'elles fassent des propositions, voilà, plus joyeuses, plus actives, et qui répondent de mieux en mieux, au mode de vie, qu'on voudrait, développer, dans nos centres-villes, quoi. Si je peux Et juste, Nathalie, juste dire que le bar d'essai est une initiative qui nous intéresse beaucoup à Montréal, qu'on surveille beaucoup. Donc, s'il y a une occasion de collaborer pour l'implanter ici, on va le faire. Mais après, c'est c'est très justement simple, hein, à mettre. Pardon, Isabelle, c'est très Oui, simple à c'est mettre en justement ce œuvre. que je voulais dire. Juste dire que le design actif, du coup, avec le moteur des Jeux Olympiques 2024, permet d'atteindre une échelle nationale et qu'avec et grâce à la collaboration avec les villes UNESCO, dont Montréal, ça nous permet d'échanger et d'étendre ces expérimentations. Et grâce aux entretiens Jacques Cartier qui nous offrent des temps de rencontres réguliers, c'est aussi un très bon moment et un très bon moyen pour disséminer ces bonnes pratiques. oui. Et en fait, Isabelle, cette collaboration, ça va continuer aussi dans une prochaine rencontre entre, et peut-être vous pouvez nous dire la date et la notion clé et l'objectif de la prochaine rencontre dans le cadre des entretiens de Jacques Cartier à Montréal. Isabelle, tu veux en parler Non, Patrick, en tant qu'invité, hôte, je te laisse la parole pour présenter cet événement. En fait, la discussion d'aujourd'hui, c'était un prélude à notre plus grande discussion qui va se tenir le 29 novembre, donc à la fin du mois, à Montréal, au pavillon de l'Esplanade Tranquille, justement. Donc, on a vu l'image du mobilier ludique un peu plus tôt aujourd'hui. Dans le cadre d'un colloque qui s'appelle Répondez à l'appel, l'innovation en design dans l'action publique. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir les portes, de voir comment on peut collaborer, comment on peut établir comme institution publique de nouveaux cadres de collaboration avec le design et les designers. Donc, on a invité nos collègues de Saint-Étienne à établir un programme pour réfléchir avec nous. Donc, c'est possible de s'inscrire en ce moment. Toutes les informations sont à la fois sur le site du centre de Jacques Cartier, des entretiens Jacques Cartier, ainsi que sur le site designmontréal.com. Et du même coup, mais c'est une pierre deux coups, parce qu'en plus du fait d'avoir de nos collègues de Saint-Étienne à Montréal pour échanger dans le cadre du colloque, on les invite en même temps pour voir les aménagements de design actif, notamment du réseau Express Vélo, qui est un bon exemple justement comment on peut faire, du moins, réduire la dépendance à la voiture, là. Donc,
dans le cadre d'un réaménagement de design actif. Donc, ça montre un peu le cadre de notre prochaine collaboration entre la Cité du design et la Ville de Montréal. Merci, Patrick. Je vois qu'Isabelle appuie l'événement. Donc, je voulais aussi faire, terminer cette très intéressante collaboration et présentation que vous avez nous montré aujourd'hui. Et je voulais remercier Sonia, Nathalie, Patrick, Isabelle, et ainsi que toute l'équipe du Centre Jacques-Cartier qui nous a permis de faire cette plateforme de discussion et d'échange. Et puis, donc, on se donne rendez-vous à Montréal le 29 novembre pour les colloques entre Saint-Étienne et Montréal. Et bon, je remercie tous et toutes et à bientôt à Montréal. Donc. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt.